un dîner de famille, ma mère souriait. Mon père portait un toast. Ma sœur faisait défiler son téléphone. Puis, ma fille m'a passé un mot sous la table. Il disait, « Appelle la police ». Elle était pâle. Je ne me suis pas affolée. J'ai fait ce qu'il fallait faire. 17 minutes plus tard, ceux qui paniquaient, c'étaient mes parents. Oui, c'est comme ça que ma soirée de jeudi s'est déroulée. J'avais conduit pendant 2 heures pour arriver là, pensant que je faisais mon devoir de bonne mère, de bonne fille. L'idée était de passer une soirée tranquille dans la maison de campagne de la famille, une façon généreuse de parler d'une maison au plafond bas, qui sentait le moisi, avec des murs étrangement fins et où tout grinçait. Tu vois le genre ? Ce type de maison dont ta nièce se souviendra plus des carreaux de la salle de bain que ton cœur ne se souvient des couchers de soleil. Quoi qu'il en soit, mes parents avaient invité Lily, ma fille, à passer quelques semaines là-bas juste après sa remise de diplôme. Ils disaient qu'elle était très pâle, qu'elle avait besoin de repos, qu'elle leur manquait. Et moi, naïve comme je suis, j'ai cru. Lily était très silencieuse depuis la mort d'Henri, mon oncle, son grand-père de cœur. Il avait été comme un vrai grand-père pour elle. Il n'avait ni femme, ni enfant, juste un vieux monsieur au cœur tendre avec une maison calme pleine de trains en bois. Quand il est mort, elle a été bouleversée. Elle ne répondait presque jamais au téléphone, mais quand j'arrivais à lui parler, elle semblait toujours épuisée, jamais effrayée. Et l'épuisement, je savais gérer. L'épuisement, je pouvais réparer. Alors, j'ai demandé si je pouvais venir pour une seule nuit. Ils n'étaient pas très enthousiastes, mais ont dit oui. Je vais dire quelque chose d'un peu idiot, je n'ai rien trouvé de bizarre à mon arrivée. Je suis entrée. Il souriait. Ma mère m'a serré dans ses bras. Mon père a fait une blague sur le vin que j'avais apporté en disant qu'il était étonnamment buvable. Et cette fois, tout le monde a ri. Ma sœur m'a fait un signe de la cuisine. Ils avaient même allumé quelques bougies sur la véranda, comme si on était dans un Airbnb très bien noté. Et Lily était là, souriante d'une certaine manière. Elle était maigre. Plus pâle que d'habitude. Ses yeux avaient cet aspect gonflé de quelqu'un qui a pleuré, mais elle a souri en me voyant. Elle s'est levée et m'a fait un câlin qui a duré juste assez longtemps pour éveiller mes soupçons. Le genre de câlin qui dit « Dieu merci, tu es là », mais qui essaie de ne pas attirer l'attention. Alors, je n'ai rien dit. Je lui ai juste pris la main et j'ai demandé. « Ça va ?» Elle a hoché la tête. Le dîner a commencé, hamburger, salade de pommes de terre, tranches de tomates découpées comme si on avait utilisé une cuillère. Tout le monde parlait comme si c'était une soirée ordinaire. Mon père racontait une histoire sur une fois où il avait failli percuter une voiturette de golf. Ma mère ne cessait de remplir les verres avec du vin en carton, en disant « juste une goutte », tout en versant une demi-tasse. Ma sœur continuait à faire défiler son téléphone sous la table. L'homme assis en face de moi, un ami de la famille, souriait chaque fois que je croisais son regard. Et je lui rendais son sourire, parce qu'on apprend aux femmes dès leur plus jeune âge à sourire quand un homme les fixe. Je ne me souvenais même plus de son nom. En fait, je ne suis même pas sûre qu'on me l'ait déjà dit. Et puis c'est arrivé. Juste au moment où mon père levait son verre pour un toast, quelque chose à propos de l'air frais, de la famille, et du fait qu'on devrait faire ça plus souvent, j'ai senti une main effleurer doucement mon genou sous la table. C'était Lily, assise à côté de moi. Elle glissa quelque chose dans ma poche, un morceau de papier plié, arraché d'un bloc-notes de ceux que ma mère laissait près du téléphone fixe pour les listes de courses et les petits messages passifs-agressifs sur le recyclage. J'ai baissé les yeux et déplié le papier. 2 mots, en lettres majuscules. Appelle la police. Pas de point d'exclamation. Aucune explication. Juste ça. Je me suis figée. Elle continuait à fixer le centre de la table, comme si de rien n'était. Mais j'ai vu sa main trembler. J'ai vu sa jambe s'agiter nerveusement sous la table. Ma gorge s'est asséchée. Ma mère s'est tournée vers moi. « Tout va bien, ma chérie ?» J'ai replié le papier avec précaution et l'ai glissé de nouveau sous ma cuisse. « Oui » ai-je répondu avec un sourire forcé. « C'est juste que la salade de pommes de terre est un peu lourde. » Ils ont ri. Mon père a fait une blague sur mon « estomac de citadine » et moi,
je ne sentais déjà plus mes mains. Qu'est-ce qui se passait? J'ai regardé Lily à nouveau. Elle n'a pas croisé mon regard, mais sa mâchoire était crispée. Ses yeux, figés. Elle était sérieuse? C'était une blague? Non, personne ne plaisante avec quelque chose comme ça. Et pourquoi ne pas juste le dire à voix haute? Parce qu'elle avait peur. Et c'est pour ça que je devais sortir de là. J'ai raclé ma gorge. Ça ne vous dérange pas si j'utilise les toilettes? Ma mère a montré le couloir. Bien sûr, ma chérie. Je me suis levée. J'ai pris mon sac, par précaution. Précaution contre quoi? Je ne savais pas encore. Mais quelque chose de glacial me nouait le ventre. Le couloir était étroit. La porte des toilettes coinçait à mi-chemin, comme toujours. Je me suis enfermée à l'intérieur et je me suis assise sur la lunette fermée des WC, comme si j'allais vomir. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 tentatives pour déverrouiller l'écran. Je n'ai pas appelé mon mari. Je n'ai envoyé de message à aucun ami. J'ai composé le numéro. L'opérateur a décroché en moins de 5 secondes. Urgence, quelle est votre adresse? J'ai donné l'adresse. Ma voix s'est brisée au milieu du nom de la rue. Je ne sais pas ce qui se passe, ai-je chuchoté. Ma fille m'a passé un mot sous la table. Il disait d'appeler la police. Elle avait l'air effrayée. Elle est ici avec mes parents. Moi, je suis juste en visite. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je pense qu'elle est en danger. S'il vous plaît. L'opérateur m'a posé quelques questions. Non. Combien de personnes sont dans la maison? Quelqu'un est-il blessé? Je ne sais pas, ai-je répété. Mais je crois qu'elle essaie de me dire quelque chose. Elle a l'air d'avoir pleuré pendant des jours. Quelque chose ne va pas. Ils m'ont assuré qu'une équipe était déjà en route. J'ai raccroché. Je suis restée immobile. J'ai essayé de respirer, parce que j'avais maintenant un nouveau problème, il fallait que je retourne là-bas. Retourner à cette table, avec des gens qui pouvaient être complètement innocents, ou quelque chose de très, très différent. Est-ce que j'étais paranoïaque, ou est-ce que ma fille venait de me passer le mot le plus terrifiant de sa vie? Et maintenant, je devais attendre. Je ne me souviens pas avoir déverrouillé la porte des toilettes. Ni être retourné à table. Ni comment j'ai réussi à m'asseoir sans m'évanouir. Je me souviens du verre de vin encore dans ma main bien que je n'y avais pas touché. Je le tenais comme un accessoire, parce que si je le lâchais, mes mains révéleraient ce qui se passait vraiment à l'intérieur de moi. Ma fille venait de me passer un mot disant « Appelle la police ». Et je l'ai fait. Ils étaient en route. Mais maintenant, j'étais piégée à cette table avec 4 personnes souriantes, qui se passaient la salade comme si ce n'était pas un film d'horreur au ralenti. Un de ces dîners de famille qui commence par un toast et se termine avec quelqu'un qui saigne sur la nappe. J'ai ri à une blague. Je ne sais même pas laquelle. J'ai continué à rire, à hocher la tête, à sourire. Parce que c'est ce que font les femmes quand elles ont peur. C'est ça que font les filles quand leurs parents les regardent droit dans les yeux en disant que tout va bien. C'est ça que font les mères quand leurs enfants sont en danger, mais qu'elles ne savent ni comment, ni à cause de qui. Et à un moment, entre les rires forcés et le bourdonnement dans mes oreilles, mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours quand je suis au bord du gouffre, il est retourné dans le passé. Parce que ça, ce n'était pas nouveau. Pas vraiment. J'ai passé toute ma vie à venir ici. Dans cette maison où nous étions maintenant assis, qui sentait le renfermé, la cage et le café brûlé. Mes parents l'avaient acheté quand j'avais 4 ans. Ma sœur portait encore des couches. Je me souviens encore du coup de soleil que j'ai eu le premier été ici et de la façon dont ma mère m'a reproché de ne pas avoir mis correctement la crème solaire. Comme si c'était un échec personnel. Elle l'a dit calmement. Elle disait toujours tout calmement. Ce n'était pas le genre de parents qui criaient. Ce serait trop évident. Ils étaient pires que ça, froids. Polis, distants, presque formels. Si quelqu'un demandait, ils diraient qu'ils avaient tout fait correctement. On avait à manger, des vêtements. Il assistait à nos spectacles scolaires, applaudissait, souriait. Ma mère préparait même nos goûters sans croûte,
dans des boîtes colorées, avec de petits mots pliés comme des mini-contrats. Sois gentille. Fais de bons choix. Bisous, maman. Ce que personne ne voyait, c'était le silence derrière la porte quand on rentrait. La manière dont l'affection n'apparaissait que quand ma sœur entrait dans la pièce. Comme je passais ma vie à essayer de mériter quelque chose qui, au fond, ne m'avait jamais appartenu. Ma sœur pouvait juste exister. Elle pouvait renverser du jus, pleurer à cause d'un dessin animé, casser des objets. Il riait, l'appelait petite folle, et réparait. Moi, j'avais des à partout, je proposais de faire la vaisselle, j'ai essayé de chorégraphier toute une danse dans le salon à 7 ans juste pour qu'ils me regardent. Ils m'ont regardé et m'ont demandé d'arrêter parce que je faisais trop de bruit. Et je sais. Je sais comment ça sonne, mesquin, enfantin, comme l'histoire d'une gamine jalouse de ne pas avoir reçu assez d'amour. Mais voilà la vérité. Quand on grandit dans une maison comme celle-là, l'absence d'amour ne se manifeste pas par la violence, mais par la précision. Ils ont tout bien fait, sauf ressentir quelque chose de vrai pour moi. À un moment donné, peut-être à 12, peut-être à 15 ans, j'ai abandonné. Je me souviens être assise sur la véranda après une fête d'anniversaire où ils avaient oublié les bougies, en pensant. Ok. Peut-être qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Peut-être que c'est juste le genre de parents qu'ils savent être. Et une fois que j'ai accepté ça, j'ai cessé d'attendre de l'affection. J'ai cessé d'en avoir besoin. D'une certaine manière, quand je suis tombée enceinte de Lily, à 20 ans et ça, c'est une longue histoire en soi. Ce qui compte ici, c'est ceci. Quand elle est née, j'ai juré qu'elle ne ressentirait jamais ce que j'ai ressenti. Qu'elle ne se demanderait jamais si elle était aimée. Qu'elle n'aurait jamais à mériter sa place dans ma vie. Et j'ai tenu cette promesse. Mes parents, à leur manière, ont montré un certain intérêt au début. Quand Lily était bébé, ils ont acheté des peluches, envoyé des cartes, demandaient parfois de ses nouvelles. Mais le schéma n'a pas tardé à se répéter, ce même désintérêt poli, cette tendresse qui n'existait que quand ça les faisait bien paraître en public. Ils proposaient de la garder, puis annulaient à la dernière minute. Ils envoyaient des messages après son anniversaire. Et désolé, on a été tellement occupés. Je n'ai jamais dit à Lily de ne pas les aimer. Je ne l'ai jamais empêché. Je me disais, s'ils veulent avoir une relation avec leur petite fille, je ne m'y opposerai pas. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, juste émotionnellement limitées. Mais Lily a remarqué. Les enfants remarquent toujours. Il y avait des week-ends où on faisait 2 heures de route jusqu'ici, et elle apportait son sac rempli de matériel d'art, de goûter, et le dernier livre qu'elle voulait montrer à sa mamie. Et eux, se contentaient de hocher la tête, puis reprenaient leur routine. Alors, j'ai laissé faire. Parce qu'il ne lui faisait pas de mal, n'est-ce pas? Il ne faisait rien de mal. Pas vrai? Mais la seule personne qui n'a jamais déçu Lily, pas une seule fois, c'était l'oncle Henri, le frère aîné de ma mère. Il n'avait jamais eu d'enfant, ne s'était jamais marié. Il avait perdu l'amour de sa vie à un peu plus de 30 ans et ne s'en était jamais remis. Il vivait simplement, avait monté une entreprise florissante, pris sa retraite tôt, voyagé, fait des dons discrets, m'envoyait des livres avec des annotations dans les marges, et m'avait une fois expédié par la poste une paire de gants que j'avais mentionné 2 ans plus tôt avec le ticket de caisse encore plié à l'intérieur. Quand Lily est née, quelque chose s'est allumé en lui. Il la tenait comme si elle était précieuse. Il lui offrait des livres illustrés en italien et une chouette sculptée en bois venue d'un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Il n'a jamais manqué un anniversaire. Jamais raté un spectacle à l'école. Il appelait Lily sa petite fille miracle, et elle l'aimait de toutes les fibres de son être. Pour la première fois dans sa vie, peut-être même dans la mienne, quelqu'un l'a regardée et lui a fait sentir qu'elle était suffisante, exactement comme elle était. Elle s'endormait sur son épaule. C'est ce qu'elle disait, qu'il sentait la cannelle et le café, et la sécurité. Il est décédé il y a 3 semaines. Paisiblement, dans son sommeil. Une fin douce, à l'image de la vie qu'il avait menée. Mais Lily ne l'a pas vécue paisiblement. Elle s'est complètement refermée, ne voulait plus sortir du lit, ne voulait plus parler, ne voulait plus manger. Je croyais que le deuil venait par vagues, mais pour elle, ce fut un blackout. Soudain, plus d'air, plus de lumière, plus de sol sous les pieds.
Puis l'invitation est arrivée. Mes parents ont appelé. Ils ont proposé que Lily passe quelque temps dans la maison de campagne, la même où nous sommes maintenant. Ils ont dit que l'air frais l'aiderait, que la famille lui ferait du bien. Et que Dieu me pardonne, j'y ai cru. J'ai pensé que ce serait peut-être une bonne chose. Alors je l'ai laissée venir. 2 semaines. Elle est restée ici. J'appelais. Parfois elle répondait. Elle semblait toujours fatiguée. Disait toujours que ça allait et je l'ai cru. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Jusqu'au silence courbé sur ses épaules. Jusqu'aux mots dans ma main. On a frappé à la porte 15 minutes après mon appel. À ce moment-là, j'étais déjà de retour à table, assise sur une chaise aussi dure que des clous, sur un coussin trop mince. La douleur dans mon ventre était telle que j'étais certaine que c'était une appendicite. Ou peut-être une punition divine pour avoir fait confiance à des gens qui portent un cardigan en été. Quand on a frappé, je me suis figée. Tout le monde s'est figé. Mon père s'est arrêté en plein milieu d'une phrase. Ma mère a penché la tête, son verre de vin suspendu à mi-chemin de sa bouche. Ma sœur regardait la porte comme si elle n'était pas certaine que ce soit réel. Lily ne bougeait pas. Même pas un battement de cils. Je vais ouvrir, ai-je dit, comme si on n'avait pas tous entendu le ton d'autorité clair et net venu de la véranda. L'homme, l'ami de la famille, celui à qui je n'ai jamais été formellement présenté, s'est aussi levé. Enfin, à moitié. Comme s'il hésitait entre s'impliquer ou simplement observer. Moi, j'étais déjà en train de marcher. J'ai ouvert la porte. 2 agents, un homme et une femme. Aucun sourire. Radio grésillant sur les épaules. Madame, dit l'agent masculin. Nous avons reçu un appel depuis cette adresse. C'est moi qui ai appelé, ai-je répondu, la voix aiguë, la gorge sèche. C'est pour ma fille. Elle m'a passé un mot. Elle m'a demandé d'appeler. Elle est ici. Quelque chose ne va pas. Elle ne parle pas à voix haute, mais quelque chose ne va pas. Ils ont hoché la tête. Aucune question. Aucun froncement de sourcils. Juste des gestes efficaces, rodés. L'agente a demandé si elle pouvait parler à Lily en privé. Je me suis écartée et j'ai désigné, elle est à table. L'agent masculin m'a proposé de parler dehors. J'ai fermé la porte derrière moi, comme si ça pouvait contenir la panique qui débordait dans ma poitrine. Et j'ai attendu. Ils sont restés à l'intérieur pendant 7 minutes. Je le sais, parce que j'ai vérifié mon téléphone exactement 12 fois. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Je suis restée plantée là, sur la véranda, à regarder l'ombre du vent frôler les rosiers fanés dans le jardin. J'ai pensé à l'oncle Henri. Aux mots. Au sourire pressé de ma mère. À la tasse ébréchée qu'il réservait toujours pour le thé, celle que Lily ne terminait jamais. Quand la porte s'est ouverte, je me suis retournée. Lily se tenait debout à côté de la policière. Ses mains tremblaient. Son visage, blanc comme une feuille. Mais, elle parlait. Enfin. L'agent m'a appelé. Je me suis approchée de la porte et j'ai entendu. L'oncle Henri, il m'a tout légué, dit Lily. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire. Ils ne me l'ont pas dit. Ils ont juste dit que j'avais besoin de repos, que j'étais en deuil, et puis ils ont commencé à essayer de me faire signer des trucs. Je clignai des yeux. Quel genre de trucs, demanda la policière. Je sais pas, des papiers. Un formulaire de responsabilité, c'est comme ça qu'ils ont appelé. Mais c'était à mon nom. Et l'avocat, cet homme-là, elle pointa du doigt. Ils ont dit que c'était l'avocat de l'oncle Henri, mais il ne m'a jamais appelé. Il est juste venu ici. Il a dit que c'était pour faciliter les choses. La policière hocha la tête. Lily poursuivit, la voix tremblante. J'ai dit que je ne voulais rien signer. J'ai demandé du temps. J'ai demandé à appeler quelqu'un. Mais ils ont pris mon téléphone. Ils ont dit que c'était pour mon bien. Qu'un jour je les remercierai. Et puis, la bombe. Je crois qu'ils m'ont drogué. La pièce a changé. Même les murs ont semblé reculer.
Les policiers se sont regardés. L'agent masculin est sorti dans le couloir. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des voix calmes et des pas. Ils ont fait entrer mes parents. Puis Astrid. Puis l'avocat. Un par un. Maintenant, tout le monde était de retour dans le salon. Et plus personne ne souriait. Ma mère s'est levée. C'est ridicule. Elle délire, ajouta mon père, les mains levées comme un prédicateur. Tu dois comprendre, on essaie de l'aider. Elle est paranoïaque, dit ma sœur. Elle ne va pas bien depuis l'enterrement. L'avocat, lui, ne dit rien. L'agent répondit. Nous allons devoir fouiller la propriété. Ma mère laissa échapper un rire sec. On aurait dit du verre qui se brise. Vous n'êtes pas sérieux. Sur la base de quoi? De son imagination? Nous avons un signalement. Et maintenant, une déclaration. Nous avons un motif raisonnable. Les agents demandèrent à tout le monde de rester sur place. Des renforts furent appelés. J'observais tout depuis l'entrée, comme si je ne faisais pas partie de cette scène. Comme si j'étais en train de regarder un documentaire sur une famille complètement retournée. Ils commencèrent par la cuisine. 15 minutes. Quand ils revinrent, l'agent portait un sac plastique. À l'intérieur, des comprimés, petits, ronds, blancs. Pas de flacon, pas d'étiquette. Juste caché dans un tiroir, sous une pile de bons de réduction. L'agent utilisa sa radio pour demander des tests de dépistage. Puis ils allèrent dans la chambre d'amis, celle de l'avocat. C'est là qu'ils trouvèrent les documents non signés. Le nom de Lily imprimé clairement sur chaque page. Bénéficiaire, renonciation de droit, renonciation à l'héritage. Tout dactylographié, agrafé, en ordre. Tout était prêt sauf la signature. Cette ligne-là était encore vide. Et puis, ils descendirent au sous-sol. Je n'y étais jamais allé. Mes parents disaient toujours que c'était juste pour le rangement. Sauf que, rangement, ça voulait dire une pièce meublée, avec un lit, une table de chevet, une pile de couvertures soigneusement pliées. C'était propre, presque confortable à condition de ne pas regarder trop attentivement. Mais il y avait une grille métallique devant la porte. Et des fenêtres étroites, qui ne s'ouvraient pas. Et surtout, les affaires de Lily s'y trouvaient. Sa veste. Une paire de chaussettes. Un carnet à moitié rempli. Le collier offert par l'oncle Henri pour ses 13 ans. Tout était soigneusement posé sur la table, comme si elle devait rester là. Sauf une chose, le téléphone. Retrouvé à l'étage, enfermé dans un placard de la buanderie, avec son portefeuille. Confisqué pour son bien-être émotionnel, avait dit ma mère. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'étais probablement trop choquée pour ça. Les agents ne posèrent plus de questions. Ils n'en avaient pas besoin. L'avocat fut le premier emmené, menotté, visage impassible. Puis ce fut mes parents. Et enfin Astrid. Personne ne m'a regardé. Pas une seule fois. Je suis restée avec Lily. Je n'ai pas lâché sa main. Pas une seconde. Quand l'ambulance est arrivée pour vérifier ses signes vitaux, je suis montée avec elle. Je suis restée à ses côtés tout du long. Elle semblait si petite, recroquevillée dans ce grand sweat, si fatiguée. J'ai écarté ses cheveux de son front et j'ai demandé doucement. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle n'a pas ouvert les yeux. Je pensais que tu ne me croirais pas. Et c'est ça, la partie la plus douloureuse. Parce qu'à un moment donné, ma fille a appris la même leçon que moi. Quand les gens agissent avec calme, politesse et un air raisonnable. Le monde met trop de temps à croire ce qui se passe derrière les portes closes. Mais cette fois, quelqu'un a cru. Mais tu sais ce qu'il y a de pire? Quand ils sont relâchés. Mes parents. Ma sœur. L'avocat. Tous libérés sous caution en attendant le procès. Crime non violent, ont-ils dit. Aucun préjudice confirmé. Aucun antécédent. Coopération pendant l'arrestation. Bien sûr. Ma fille a été droguée, isolée, manipulée émotionnellement par sa propre famille.
Mais ce n'est pas grave, on les traite comme s'ils avaient juste oublié de rendre un livre à la bibliothèque. Lily n'a pas dormi pendant 3 nuits. Le moindre bruit la faisait sursauter. Elle refusait de rester seule dans une pièce, même avec les lumières allumées. Elle demandait sans cesse si on était vraiment en sécurité maintenant. S'ils allaient revenir. Comme si tout cela n'était qu'un malentendu à régler avec une cocotte dans le four. Je ne lui ai pas dit à quel point ce risque était réel. Mais j'ai commencé à tout verrouiller. Porte. Fenêtre. Même la porte de la salle de bain. Parce que je connais ma famille. Et ils détestent perdre. C'est arrivé un mardi. J'étais allée en ville pour quelques heures, une réunion avec un client que je ne pouvais pas reporter. Lily avait insisté pour rester seule. Elle disait qu'elle allait bien. Qu'elle allait peut-être lire, peut-être enfin manger quelque chose. J'ai failli annuler. Mais je suis partie. Et bien sûr, ils sont venus. Quand je suis rentrée, Lily était assise par terre dans le salon, les genoux repliés contre la poitrine, le téléphone sur les genoux, le visage livide. Ils sont venus, dit-elle. Sans détour. Sans bonjour. Je me suis figée. Qui ça? Elle n'a pas levé les yeux. Mamie. Papy. Astrid. J'ai laissé tomber mon sac et je me suis assise à côté d'elle. Tu vas bien? Ils t'ont touché? Est-ce qu'ils... Ils ont juste parlé. Elle a déverrouillé son téléphone, a ouvert les enregistrements vocaux, et a appuyé sur « Lecture ». La première voix fut celle de ma mère. Douce, mielleuse, comme si elle complimentait les rideaux d'une voisine. Lily, ma chérie, on veut juste éclaircir ce malentendu. Tu as toujours été si sensible, si poétique, tu vois les choses différemment. Ce n'est pas un crime, ma puce. Ensuite, la voix de mon père, plus froide. Tu ne comprends pas la pression qu'on subissait. Ta grand-mère ne dort plus depuis des semaines. Puis Astrid, tranchante et impassible. Il n'a jamais été question de te faire du mal. C'était une question de justice. Cet argent, qu'est-ce que tu en aurais fait, de toute façon? Puis, à nouveau, la voix de ma mère. Ça allait détruire cette famille. Peut-être que si Henri l'avait laissé à quelqu'un de plus mature. L'enregistrement s'arrêtait là. Ma main tremblait. J'ai immédiatement signalé la visite. Les conditions de leur liberté sous caution étaient claires, aucun contact. Et ils étaient venus, sans invitation. Tellement manipulateurs qu'ils parlaient librement pendant que Lily enregistrait tout. Même le policier qui a pris ma déposition semblait écœuré. Cette nuit-là, on a fait nos valises. On a déménagé quelques jours plus tard, pas pour toujours, juste jusqu'au procès. J'ai trouvé une maison en location à court terme dans un quartier calme de la ville. Avec des murs épais, des serrures en trop et une voisine âgée et curieuse toujours à sa fenêtre comme une statue de prière. Parfait. Lily n'a pas protesté. Elle est restée proche. Parlait à peine. Vérifiait les serrures sans arrêt. J'ai demandé une ordonnance restrictive. Elle a été approuvée en 24 heures. Les charges étaient en cours de formalisation. Le procureur montait le dossier. Et puis sont venus les interrogatoires. La police les a séparés. D'abord mon père, puis ma mère, puis Astrid, et enfin l'avocat. Un par un, ils ont cédé. Technique classique, dire à chaque suspect que les autres ont déjà tout avoué. Les laisser goûter à la panique. Les regarder s'écrouler. Ma sœur, celle qui se vantait toujours d'être loyale, fut la première à retourner sa veste. Elle a dit que l'idée venait de notre mère, et qu'elle avait simplement suivi. Ma mère a dit que l'idée venait de l'avocat. Elle a juré ne jamais avoir touché au thé, que Lily avait tout imaginé. Mon père a affirmé qu'il ne savait rien pour les boissons. Qu'il croyait que la pièce fermée à clé était un espace sécurisé. Quant à l'avocat, que Dieu ait pitié de lui, il s'est complètement effondré. Il a livré des emails, des preuves de paiement, des copies des documents non signés, jusqu'à un dossier rempli d'ébauches imprimées, dont une intitulée « Scénario catastrophe ». J'ai presque admiré son sens de la préparation. Presque.
Les inculpations sont tombées rapidement après cela. Mon père a été accusé d'enlèvement, de coercition et d'administration de substances contrôlées sans consentement. Il a écopé de 6 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 4 ans. Ma mère a été reconnue coupable de complot en vue de fraude et d'administration illégale de médicaments. 4 ans de prison, sans possibilité de conditionnel avant la moitié de la peine. Ma sœur a été accusée de complicité. Elle a reçu 18 mois, dont 9 mois en détention ferme. L'avocat a perdu son droit d'exercer et a été condamné pour fraude et complicité d'enlèvement illégal. 8 ans de prison, sans libération anticipée. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'oxygène. 3 mois plus tard, la succession a été finalisée. Nous avons été convoqués dans le bureau d'un vrai avocat, quelqu'un qui parlait comme un humain et ne riait pas des enfants. Il a remis une enveloppe à Lily et a dit doucement. « C'est à vous maintenant. » Le montant sur le compte était bien plus élevé que ce que j'imaginais. Bien plus que ce qu'elle pensait. Assez pour payer ses études, sa thérapie, un loyer, des voyages, une vie, un avenir. Elle a pleuré en rentrant à la maison. Pas à cause de l'argent, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Et elle savait que plus jamais personne ne pourrait lui enlever ça. Parfois, je me demande encore. Est-ce que j'ai eu tort de ne pas avoir remarqué plus tôt? Aurais-je dû poser plus de questions, insister, suivre mon instinct au lieu de leur sourire poli et de leurs serviettes pliées avec soin? Parce qu'en y repensant, les signes étaient là. La voix de Lily, devenue plus faible. Son regard plus sombre. La façon dont elle m'avait serré un peu trop fort ce soir-là. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai échoué pendant un temps. Mais quand ça comptait vraiment, j'ai écouté. Et j'ai appelé. Et peut-être que c'est ça qui compte. Elle est en sécurité maintenant. Elle guérit. Elle rit à nouveau. Un vrai rire, pas celui qu'on force à table pour éviter les conflits. Quant à moi, j'ai appris que l'amour ne signifie pas le silence. Et que la famille ne signifie pas le pardon sans changement. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire est profondément bouleversante. Elle montre avec une clarté glaçante comment les apparences de respectabilité peuvent dissimuler des abus émotionnels et psychologiques graves. C'est un rappel puissant que l'instinct maternel, lorsqu'il est écouté, peut sauver des vies. Le courage de cette mère et la force de sa fille méritent d'être honorés. C'est aussi un plaidoyer pour croire les victimes, même quand les agresseurs ont des sourires polis et des maisons bien rangées. Et c'est ainsi que se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables. À ne manquez pas la prochaine.